Bonne année à tous, chers compatriotes. J'espère que tout le monde est là. J'ai essayé de faire ce live la journée dans la voiture, mais malheureusement, il se trouvait que pour des raisons de connexion, ça ne passait pas très bien. Et j'ai promis que j'allais faire ce live-là ce soir. Je le fais un peu tard, c'est vrai, mais bon, je faisais autre chose. Alors, mes frères, j'ai des tonnes de choses à vous dire concernant le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est une question. Comment libérer le Gabon lorsque la population gabonaise est identitairement perdue? Voilà, c'est sur ça que je vais essayer de discuter, d'échanger avec vous. Vous, en commentaire, ou ceux qui voudront appeler m'appelleront. Et moi, je vais parler. Parce que comme je l'ai dit ce matin, c'est-à-dire à midi, en fin de matinée, lorsque j'ai voulu faire le live, j'ai été inspiré. J'entendais des voix qui me demandaient de vous passer le message. Pas seulement à vous. En fait, ce sont des voix qui me parlaient. Des voix me parlaient comme Messie. Mais voilà le problème. Et moi, je me suis dit, ah, les voix me parlent, il faut que je transmette ce que je suis en train de recevoir. C'est pourquoi je voulais discuter avec vous. Bon, on n'a pas pu le faire la journée parce que le réseau ne passait pas bien apparemment. Bon, je ne sais pas si là, ça passe bien. Je vous invite à inviter des personnes qui ne sont pas connectées pour leur dire, parce que je n'ai pas bien entendu mis un panneau sur mon Facebook pour dire aux gens que j'allais faire un live ce soir. Bon, ceci dit, c'est pas grave. Le live va être posté. Les gens pourront toujours le regarder en différé. Mes frères, vous avez constaté que je ne fais plus beaucoup de live. J'ai diminué le nombre de lives que je fais par semaine. Des fois, il m'arrive de faire une semaine, 2 semaines, je ne fais pas de live. Vous m'envoyez des messages. Oh Messie, pourquoi tu m'envoies pourquoi tu ne fais plus de live? On ne t'entend plus. Est-ce que tu as traversé? Parce que bon, on aime beaucoup les gens qui traversent dans notre pays. C'est ça la perdition identitaire. Bon, on va en parler. Donc, on m'a envoyé des messages. Non, mais on ne te voit plus. Tu es où? On ne va. Les gens ne t'entendent plus. Il faut faire les lives. Il y a des gens qui font les lives, hein. Bon. Moi, je vais vous dire ce que les voix me disaient aujourd'hui. Ce n'est pas le nombre de lives. Michael Jackson est l'icône de la musique du monde. Il n'y a pas un artiste qui a eu l'impact que Michael Jackson a eu sur le plan de la musique. Sur Terre. Mais vous allez remarquer que Michael Jackson n'a pas fait trop d'albums. Hein. Michael Jackson n'a même pas 10 albums. Je ne pense même pas qu'il a fait 10 albums. Mais parce que il y avait la qualité dans chaque album. Quand vous prenez l'album de Michael Jackson, vous pouvez écouter toutes les chansons du début à la fin. Toutes les chansons sont minutieusement travaillées. C'est une question de qualité. Ce n'est pas la quantité de live, ce n'est pas le nombre de live. J'ai dit à quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques temps, qui m'a dit, oh Messie, tu ne fais plus de live. J'ai dit, mais va regarder les lives que j'ai fait il y a 2 ans. Tu vas voir que c'est toujours d'actualité. Si tu vois que je ne fais plus de live, tu pars sur YouTube, tu cherches mes lives d'il y a même 5 ans. Tu vas voir que les lives là sont toujours d'actualité aujourd'hui. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses dont on parle. Quasiment. Donc, c'est pas le nombre de lives, c'est pas le fait de faire les lives tous les jours, parce qu'après, ça devient comme une distraction. J'ai l'impression que les gens vaquent à leurs occupations la journée, et puis le soir, quand ils arrivent chez eux, puisque tout se fait maintenant sur Internet, les gens cherchent les choses à faire. Et puis bon, ils veulent voir un live, ils veulent que quelqu'un vienne, ça devient comme du divertissement. Je ne suis pas là pour divertir les gens.
Je ne veux pas que moi, Nandon, je devienne comme quelqu'un qui vient vous divertir. Ce n'est pas mon objectif. Je ne suis pas le Mukuya. Quand les gens voient que le village ne chauffe pas, allez, je ne suis pas un Mukuya. Je dois venir vous divertir. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de réveiller les consciences, d'éveiller les consciences, de réveiller les consciences des Gabonais. Parce que les Gabonais sont identitairement perdus. À tous les niveaux, nous sommes identitairement perdus. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Moi, j'ai eu la chance, je considère ça comme étant une chance, hein, d'avoir d'abord connu le village, et je remercie mes grands-parents, Isrengama, Amale, José. Je remercie Minkumi Moura, mon grand-père. Nzame Jeanne, ma grand-mère. Ndong Monsieur Maître, Monsieur le maire, mon grand-père, qui m'ont appris des choses. C'était des personnes qui étaient éveillées. Le père de ma mère, c'était un bûcheron. Ils avaient des consciences éveillées. Le père de ma mère, le père de mon père, ils étaient tous les deux des bûcherons, des grands bûcherons. Des patriotes. Donc ils m'ont déjà appris ces vertus-là, j'étais encore tout petit. Vous voyez, quand votre grand-père arrive du village, à Sobeyour, ou bien à Somanzi, à Somedzal, et quand mon grand-père arrive, la première chose qu'il me demandait de faire, c'était d'aller chercher, aller au kiosque, pour aller acheter le bûcheron. Mon grand-père, mes deux grands-pères, le père de ma mère comme le père de mon père, ils ne m'ont jamais envoyé acheter l'Union. Jamais! Ils n'ont jamais lu l'Union. Je n'ai jamais vu mon grand-père en train de lire l'Union. Ou bien mon grand-père paternel ou maternel. Je ne les ai jamais vus en train de lire l'Union. Jamais! Ils prenaient l'argent. Je pense que c'était 250 ou 300 francs. Hein. L'Union, le bûcheron. Il me disait, ah, ami, quand je me soum bûcheron, je me un zong, je vois un machin là. Crassem, fna, quelque soum bûcheron, bara lang, mbisi. Avec le pagne. Donc voilà dans quel environnement j'ai grandi. Des patriotes. Et mes grands-parents me parlaient qu'enfant. Parlaient mon coco fala, final. Parlaient le fond. Voilà dans quel environnement j'ai grandi. Ça, c'est l'identité, la langue. J'ai dit à quelqu'un, un grand frère avec qui j'ai discuté dernièrement, que comment voulez-vous que les Gabonais, parce que je vous entends tout le temps, oh Messire, on doit libérer le Gabon, on doit libérer, mais vous allez libérer un pays que vous ne connaissez même pas. Vous ne vous retrouvez même pas dans votre pays. Vous allez le libérer comment? Non seulement vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui vous attache au Gabon. Vous ne connaissez pas le Gabon d'abord. Vous ne connaissez pas ce qui vous attache au Gabon. Et troisièmement, et c'est même plus grave, vous n'êtes pas organisé pour libérer votre pays. Quelle est l'organisation dans laquelle vous êtes? On ne libère pas un pays avec un live. On ne libère pas un pays parce qu'on est en colère. On ne libère pas un pays parce que quelqu'un fait mal. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si quelqu'un vient, je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si vous est arrivé de garer votre téléphone, vous les garez quelque part, vous allez jouer au basket ou bien au foot, et puis votre téléphone disparaît. Vous allez être en colère. Vous allez chercher votre téléphone avec une colère. Pourquoi? Parce que vous êtes lié au téléphone. Parce que vous savez ce qu'il y a dans votre téléphone qui vous appartient. Et pourtant, c'est un appareil.
Mais vous avez des choses qui sont inestimables. Donc vous êtes prêt à tuer pour retrouver votre téléphone. Et pourtant vous pouvez aller au magasin, acheter un téléphone. Et je suis même sûr que si quelqu'un vous dit, bon, on va t'acheter un autre téléphone, ça va même encore plus vous énerver. Pourquoi? Même si quelqu'un, vous perdez un Samsung, quelqu'un vous dit non, on t'achète le dernier Samsung qui vient de sortir. Tu vas dire, je m'en fous du dernier Samsung. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez des choses importantes dans votre téléphone. C'est la même chose pour un pays. Vous voulez libérer le pays, pourquoi? Parce que vous savez qu'à l'intérieur de ce pays-là, il y a des choses qui sont importantes pour vous. Or, au Gabon, les gens veulent libérer le Gabon. Et quand tu leur dis, mais tu veux vraiment libérer le Gabon, qu'est-ce qui te lie au Gabon? Ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas quoi dire. Je vais vous raconter une histoire. Vous voyez une femme. Je vais vous ressortir un aspect, pas une histoire, mais un aspect de la vie. Lorsqu'une femme met au monde un enfant, vous avez certainement des enfants. Lorsqu'une femme met au monde un enfant, elle va à l'hôpital, elle est enceinte pendant 9 mois, ou bien un certain nombre de mois, elle va accoucher. Lorsqu'on extrait l'enfant de son ventre, quelle est la première chose, une fois que l'enfant sort du ventre, quelle est la première chose qu'on fait à l'enfant? Pour lier la mère à l'enfant, on fait quoi? Vous allez remarquer que tous les pays font la même chose. On prend l'enfant, on dépose l'enfant sur la poitrine de la mère. On dépose. On met l'enfant sur la poitrine de la mère, elle est couchée. On lui met l'enfant ici. Est-ce que vous savez pourquoi on fait ça? Est-ce que vous savez pourquoi quand une femme met au monde un enfant, on met l'enfant sur sa poitrine? Bon, maintenant, quelle est la première chose qu'une femme fait lorsque l'enfant est sur sa poitrine? L'une des premières choses, après avoir posé sa main sur l'enfant, donc le toucher, elle va toucher, elle va envelopper l'enfant. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que la mère fait, après avoir touché l'enfant, contact physique, la deuxième chose, vous savez c'est quoi? La deuxième chose qu'une femme fait, après avoir touché l'enfant avec la main, quelle est la deuxième chose qu'elle fait? Je vais vous dire la deuxième chose qu'une femme fait après avoir mis ses mains sur l'enfant qui est sur sa poitrine. La deuxième chose, c'est qu'elle veut regarder son visage. Elle va tout faire pour voir le visage de l'enfant. Donc, lui donner une identité. Il y a d'abord une identité au toucher. Elle touche l'enfant. Et la deuxième identité, c'est le visage de l'enfant. Parce que si une femme met au monde un enfant, et que ça, ce que je suis en train de, le boutique que je vous explique là n'a pas été fait. Vous prenez l'enfant là, vous allez mettre l'enfant, c'est-à-dire que la femme accouche, et vous prenez cet enfant là, vous le mettez dans une pièce à côté où il y a beaucoup d'enfants. D'autres femmes qui ont aussi accouché, vous mettez. Puis vous dites à l'enfant, à la mère que va nous montrer quel est ton enfant. Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas vous dire quel est de tous les enfants qui sont, les bébés qui sont couchés, lequel est son bébé. Elle saura qu'il est peut-être là, mais elle ne saura pas lequel. Elle ne saura pas. Parce que le lien au sortir du ventre de la mère, le lien n'a pas été fait. Le geste symbolique là, spirituel, n'a pas été fait. Ce contact là n'a pas été fait. Elle va rentrer dans la salle, elle va voir des bébés, dans je sais pas moi, sur un lit, elle ne saura pas lequel est le sien. Elle ne saura pas. Parce que ce premier contact n'a pas été fait. C'est ça l'identité. L'identité. C'est pourquoi, quand la mère a vu son enfant avec les yeux, c'est que même si son enfant là est malade, même si son enfant a la trisomie, on dit la trisomie, hein. Si l'enfant a la trisomie, ou bien il a un handicap quelconque, la mère va toujours aimer son enfant. Parce que le lien, l'identité, c'est que l'enfant là c'est une partie de moi. Même si c'est le plus vilain gosse du village, elle va aimer son enfant. Parce que le Bwiti là, tu ne vois pas ça ailleurs.
Le fait qu'on ait mis l'enfant sur elle. Elle a regardé l'enfant avec les yeux. Tu ne vas pas voir ça ailleurs. Parce que la mère va aimer son gosse. Et c'est malheureusement le problème que nous avons au Gabon. Au Gabon, les Gabonais, la génération là, n'est pas les élites, pas les Gabonais qui sont dans les villages. Les élites ne sont pas attachés pas à leur village. Ils ne sont pas attachés aux 267 667 km². Parce que nous devons retenir que le Gabon, c'est pas le Wellington. Le Gabon, c'est pas l'estuaire. Le Gabon, c'est pas la Nyanga, l'Angounier, le Haut-Togo et autres. Le Gabon, c'est 267 667 km². C'est ça le Gabon. Et je m'en vais vous dire que, je vous dis une vérité, hein. Vous pouvez vérifier. Un Gabonais du Haut-Togoué, un ressortissant Gabonais du Haut-Togoué, se sent beaucoup plus à l'étranger, dans le Wellington, qu'à Dubaï, ou bien en France. Je répète. Un Gabonais du Haut-Togo va se sentir beaucoup plus à l'étranger quand il se trouve dans le Wellington que lorsqu'il se trouve en France. Idem pour un Gabonais du Wellington, hein, un ressortissant du Wellington se sentira beaucoup plus à l'étranger ou bien va se sentir beaucoup plus proche de la France que du Haut-Togo. C'est ça la perte d'identité, on ne sait pas. C'est-à-dire que sur le plan pratique, parce que la pratique, c'est la réalité. Hein. Sur le plan pratique, dans la tête des Gabonais, quand tu es de la Nyanga, tu ne penses pas que le Haut-Togo, c'est le Gabon. Tu le sais théoriquement, en théorie, tu le sais. Si tu fais un devoir, tu vas le dire. Mais dans tes actions, dans les actions, combien de ressortissants du Haut-Togo vous avez vu dire que bon, ce sont les vacances, nous sommes là les vacances, je m'en vais un peu découvrir le Wellington. Combien de ressortissants du Wellington tu as vu dire que bon, ce sont les vacances, j'amène un peu ma famille dans le Haut-Togo, nous allons un peu découvrir le Haut-Togo. Ils préfèrent aller à Dubaï, ils préfèrent aller aux States, ils préfèrent aller en France avec la famille. Ou bien maintenant, comme les Gabonais aujourd'hui, là on a fermé les frontières, de nombreux Gabonais préfèrent aller en vacances, ils vont aller au Kenya, ils vont aller en Afrique du Sud, maintenant c'est beaucoup vont en Afrique du Sud, ils vont aller, on appelle ça comment? Ils vont aller au Sénégal, ils vont aller en Côte d'Ivoire, au Maroc, en vacances. Mais il ne va pas avoir dans la tête le réflexe de dire que bon, il y a quand même des hôtels dans le Haut-Togo, je m'en vais un peu là-bas. Et pourtant, il y a des hôtels au Wellington, tu ne peux pas voir quelqu'un de l'Angounier dire, je quitte un peu l'Angounier, je m'en vais avec ma femme, on va un peu passer avec mes enfants, on va découvrir le Wellington, on va passer 3 semaines au Wellington. Jamais. Jamais. Voilà le problème fondamental que tu vois. Et ça, tu ne le vois pas en Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, moi j'ai été en Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous sentez que là, il y a une identité. Ce peuple-là a une identité. On ressent ça à travers les différentes associations qui existent, que ce soit des associations religieuses, que ce soit des associations politiques. Vous ressentez l'identité dans le peuple. Vous allez au Sénégal, vous allez ressentir l'identité dans le peuple à travers les associations civiles, les associations politiques. Vous ressentez l'identité. Au Ghana, pareil. Au Mali, vous allez ressentir ça. Les gars là-bas ne jouent pas avec leur pays. Nous, on blague, nous blaguons avec le Gabon. Parce que nous n'aimons pas le Gabon. Le Gabon là, on prend ça comme ça.
Donc quand j'entends certaines personnes dire nous voulons libérer le Gabon, on va libérer. Vous connaissez quoi du Gabon? Vous n'êtes même pas attaché au Gabon. Vous pensez que parce que vous vivez là-bas que vous aimez le Gabon? Vous vivez là-bas parce que vous êtes contraints. Et même ceux qui vivent là-bas vivent pour eux. Quelqu'un du Wellington, il y a un accident à Mouila. Il n'en parle pas. Quelqu'un du Haut-Togoué, il y a un accident au Wellington. Il ne va pas en parler, il s'en fout. Il y a une injustice qui se passe à Libreville. Tu ne vas jamais voir les gens de la province manifester. Jamais. Qu'est-ce qui relève du sacré? Qu'est-ce qu'il y a de sacré? Si vous allez au Sénégal, il y a des Gabonais qui vivent au Sénégal qui me regardent. Les Sénégalais ont une religion qui a été importée qu'on appelle l'islam. C'est pas né au Sénégal. Quelqu'un a amené ça. Je pense que c'est Soundiata Keita qui a amené l'islam dans cette région, dans l'épopée mandingue, que nous avons un peu lu. Mais à côté de cette spiritualité importée, quand vous allez au Sénégal, vous ressentez la présence, le respect d'une spiritualité autochtone qui a son impact, qu'on a même lié à la spiritualité qui est importée. Aujourd'hui, tous les chefs spirituels du Sénégal, les vrais chefs spirituels dans la spiritualité qui est locale, ils sont en même temps, certains sont des imams même, on n'a pas dissocié ça. Chez nous au Gabon, vous avez diabolisé le Bouti, vous avez diabolisé tous nos rites du Gabon, tout a été diabolisé. Mais tu ne vois pas ça chez les Sénégalais, tu ne vois pas ça chez les Maliens. Les Maliens aussi, pareil, hein? Vous allez au Mali, pareil, vous allez voir la même chose. Au Ghana, vous allez au Ghana, vous allez voir la même chose. Vous allez en Afrique du Sud. Donc ça veut dire que tous les peuples qui se sont libérés d'une dictature ou d'un oppresseur, d'un régime qui oppresse, ont puisé leur force dans leur identité. J'entends par identité quoi? Identité spirituelle, religieuse, identité culturelle, identité traditionnelle. Spirituelle, religieuse, culturelle, traditionnelle. Voilà les piliers d'un peuple. Les fondements identitaires d'un peuple, c'est ça. Chez nous, on diabolise tout ce qu'on a trouvé là. Mais comment vous... C'est-à-dire que, qu'est-ce qui nous attache à notre terre? Sur le plan agricole, on ne connaît plus la terre. On ne connaît pas ce qui se passe. C'est dernièrement que j'ai vu les Gabonais repartir. Dernièrement, quand le coronavirus est arrivé et que le monde, la médecine moderne, la médecine dite moderne, ne trouvait pas de solution, c'est là où j'ai vu les Gabonais repartir. Zal, Kadzang, Billy, Bobo, aller chercher les cooks, aller chercher les feuilles qu'on peut faire, machin, se redécouvrir qu'on a l'artémisia dans nos forêts. Il faut aller là-bas. C'est là où j'ai vu les Gabonais repartir. Kadzang, Bilorbi Yadzal, Bilorbi Vesebour. C'est-à-dire que, mes frères, moi je vous le dis clairement, nous devons nous retrouver identitairement. C'est pourquoi je m'en vais parler à Massavala, Frédéric, qui disait dernièrement, et maladroitement d'ailleurs, mais vraiment je le dis avec tout le respect que j'ai pour lui, il disait... Non, voilà Gbagbo qui a rencontré Alassane Dramane Ouattara et que vous avez vu que Alassane Dramane Ouattara fait du mal à Gbagbo, mais Gbagbo est revenu, il parle à Alassane Dramane Ouattara. J'ai écouté ce qu'il a raconté. Il a raison sur certains points quand il dit qu'on doit se parler. Oui, on doit se parler. Je suis d'accord avec lui. Nous devons nous parler. Mais ce qu'il doit aussi comprendre, c'est que comme disait Mandela, c'est l'oppresseur qui définit, qui décide
comment le combat va se dérouler. C'est le pouvoir qui décide. Qui décide de comment le combat va se dérouler. Ça, c'est 1. 2. L'oppressé doit être organisé. L'oppressé doit toujours être organisé à la même dimension que son oppresseur. Ça veut dire que si ton oppresseur prend un fusil, toi aussi tu cherches ton fusil. Si ton oppresseur prend une lance, cherche ta lance. C'est pas moi qui dis, Mandela. Des grands philosophes de ce monde. Même la Bible dit ça. Jésus-Christ avait dit dans la Bible que les gens là vont arriver demain. Si tu as un peu d'argent, va vendre ton argent, va acheter les épées. Si tu as un vêtement, vends les vêtements, tu achètes l'épée. Parce que les gens qui vont venir demain là, ils auront les épées. C'est là où les gens sont arrivés le lendemain. Il y a eu un disciple de Jésus qui avait pris son épée, il a coupé l'oreille des gens qui sont arrivés. Ça veut dire qu'il faut se préparer, les gars vont arriver. Mais bien ça, bien c'est un zombie tom. Donc bien il y a des tabons quoi. Bien il y a des tabons forts. C'est pas moi qui dis, Jésus. Bon alors, ça veut dire que il faut s'organiser à la dimension de celui qui va venir vous chercher les problèmes. Bon, si vous n'êtes pas organisé, bon, comment vous allez libérer un pays de manière singletonne où les gens font des actions isolées, chacun dans son coin, on ne reconnaît pas qui est bon, on ne veut pas, on a du mal. Parce que nous n'avons pas une dimension nationale. Nous avons une dimension centrée sur le repli identitaire, sur le repli ethno-linguistique, le repli régional. Ça veut dire qu'on supporte quelqu'un que quand il parle notre langue, ou bien il est de notre province. Même si c'est un tocard, mais comme on est bien, mais comment vous pouvez libérer un pays comme ça? Je parle d'un pays. Je ne vous demande pas de libérer votre village. Vous devez libérer un pays. Un pays, oh. Pas un village, un pays. Alors quand Massavala dit qu'on doit se parler, mais moi j'ai envie de dire à Massavala déjà, Gbagbo, que lui il a cité, est-ce qu'il a vu un symbole? Regardez l'accoutrement que Gbagbo avait. Gbagbo, quand il allait voir Ouattara. D'abord, ça ne s'est pas passé la nuit. Ça s'est passé la journée devant les gens. Et Gbagbo n'avait pas une veste, un costume. Il avait l'habit de son parti politique, le FPI, le Front Populaire Ivoirien. Que Gbagbo a créé lui-même. C'est Gbagbo qui a créé le FPI. C'est une armure politique. L'armure politique de Gbagbo, c'est le FPI. Que Gbagbo a créé en 1982 avec certains collaborateurs qui étaient proches de lui. Gbagbo a créé une armure politique en 1982, parti politique qui est devenu ce que moi je qualifie de parti présidentiel. Parce que dans ma définition en moi, un parti politique présidentiel est un parti politique qui est arrivé au pouvoir, qui a exercé le pouvoir. C'est ça, c'est ce que moi j'appelle un parti politique présidentiel. Si votre parti politique n'est pas arrivé au pouvoir, pour moi, ce n'est pas un parti politique présidentiel. Donc le FPI que Gbagbo a créé en 82 avec Simone et d'autres est arrivé au pouvoir en 1995. Non, en 1999. En 1999, après la mort de Nguei, après la présidence de Bédié. Bédié a pris le pouvoir en 93 après la mort d'Houphouët. Et en 99, 98, il y a eu les élections. Nguei a volé le pouvoir, il a été tué. Gbagbo, qui avait gagné l'élection, est devenu président. Ce sont les militants de Gbagbo. Ces militants, le peuple,
qu'il avait travaillé pendant des années qu'il a mis au pouvoir. Gbagbo n'a jamais boycotté une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Jamais. Il n'y a jamais eu, et pourtant, les institutions ivoiriennes étaient pour Bédier. Les institutions en Côte d'Ivoire étaient pour Bédier. Toutes les institutions. Gbagbo n'a jamais boycotté une élection en Côte d'Ivoire. Que ce soit une élection législative, locale, ou une élection présidentielle, Gbagbo, de 1982 jusqu'à quand il est devenu président, il n'a jamais boycotté. La différence avec le Gabon, c'est que nous avons des partis politiques qui sont basés sur des hommes forts et non sur des hommes visionnaires qui rassemblent le peuple, qui organisent le peuple. Il n'y en a pas. Le seul parti politique au Gabon qui a organisé le peuple, qui a failli arriver au pouvoir, c'était les bûcherons de Morena. Après les bûcherons, aucun autre parti politique sur le long terme, à moyen et long terme, n'a organisé le peuple. L'UPG de Mamboundou a essayé, ils n'ont pas pu. Parce qu'ils rassemblaient les gens que pendant les élections. Tous les autres partis politiques qui se sont succédés, aucun parti politique n'a eu ce qu'on appelle une dimension nationale. Aucun parti politique au Gabon n'a une dimension nationale. Aucun. Je dis bien aucun parti politique au Gabon n'a une dimension nationale comme le FPI. Il n'y en a pas. Les partis politiques au Gabon sont basés sur des individus. Un homme, c'est lui qui donne tout l'argent, qui fait tout. Et ils se suffisent à ça parce qu'ils aiment ça, parce que ça fait qu'ils sont des commandants. Au Gabon, on ne comprend pas l'importance de créer... on ne comprend pas qu'il faut créer un parti politique. Il faut créer un parti politique. Et puis quand on crée un parti politique, il faut impliquer tout le monde. On veut être l'homme fort qui décide, qui fait ceci parce qu'on veut commander, on veut rester au pouvoir. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec l'Union nationale. L'Union nationale, il se livre une guerre. Vraiment, c'est compliqué. Vous avez deux groupes qui n'ont même plus les mêmes habits. C'est le même parti, mais vous avez un groupe qui a les habits blancs avec les petits signes machin. Tu as un autre groupe qui a les habits colorés avec le pagne machin. Bon, c'est le même parti. Oh. Maintenant, tu te dis, bon, quand un groupe va gagner, le groupe qui va gagner là, l'autre là, les habits là vont disparaître ou ils vont continuer. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Vous pouvez faire les élections en gardant les mêmes habits qui prouvent que vous êtes un groupe. C'est comme si le Real Madrid voulait élire le président du Real Madrid. Et puis maintenant, quand Madrid joue, pendant le match, vous avez la même équipe. Un groupe a les maillots comme ça, un autre groupe a des maillots comme ceci. Mais enfin, c'est ce qu'on observe au Gabon. Un problème d'ego. Un problème de... Nous sommes identitairement perdus. Et quand les gens voient les choses comme ça, ça fait honte au sonne. Tu te dis, comme on dit maintenant, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Est-ce qu'on va s'en sortir? Mandela, plus que Massavala a parlé de Mandela, pour que Mandela libère l'Afrique du Sud, il ne s'est pas battu seul. Pendant 27 ans, il y avait des organisations de la lutte. Les organisations n'étaient pas à l'étranger. Les organisations étaient à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Pas à l'étranger, à l'intérieur. Le rapport de force était exercé à l'intérieur. À la dimension, ils sont montés à la dimension de la brutalité,
du régime de l'apartheid. Ils ont dit, comme vous voulez aller à ce niveau, on va vous suivre à ce niveau. Ils sont allés à cette dimension. Ça a été impulsé par qui? Par Mandela. Mandela était avocat. Mandela n'était pas ma boule. Parce que le problème que nous avons au Gabon, c'est un problème où les personnes instruites pensent que comme elles sont bourrées de diplômes, c'est elles qui doivent décider. C'est un problème grave chez nous au Gabon. Mais oublions que Mandela, qui était lui aussi diplômé, Mandela c'était un avocat, Mandela un avocat. Mais à un moment donné, Mandela s'était rendu compte que, mais enfin, je combats un système, un régime brutal et autoritaire. Ils ne vont jamais comprendre la parole. Il faut qu'on parle un peu aussi à la force. On l'a mis en prison. Mais comme il avait déjà idéologiquement formé des gars, il avait formé sa femme, Winnie Mandela. Parce que Mandela avait d'abord une première femme qu'il a quittée parce qu'elle ne comprenait pas le combat. C'est pourquoi je vous dis que vous qui faites le combat là, il faut prendre des femmes qui comprennent ce que vous faites. Bon, sa femme était bizarre. Mandela a dit à sa femme, bon, elle est partie, se sont séparés. Il a rencontré Winnie. Winnie qui connaissait le combat. Quand Mandela allait en prison, Winnie a poursuivi le combat. Et ils n'ont pas fait ça de manière singletonne. Ils étaient à l'intérieur d'une organisation qu'on a appelée l'ANC. Le Congrès national africain. C'est à l'intérieur de cet organe-là qu'il militait. Mandela n'a pas dit que comme je suis fort, je m'avais créé ma petite structure. Il aurait pu, hein. Mandela aurait pu aller créer sa petite structure politique. Dire que bon, de la moto, donc m'a créé une structure. Il n'a pas fait comme ça. Il est rentré dans une structure que lui n'avait pas créée. Parce que the African National Congress, le Congrès national africain, le parti de Mandela, l'ANC, avait été créé en janvier 1912. Janvier 1912. Ce n'est pas Mandela qui a créé l'ANC. Quand l'ANC avait été créé longtemps, Mandela était encore petit. Mandela était encore petit quand on a créé l'ANC. Bébé. Il n'est pas allé créer son mouvement. Il est allé rentrer, il a milité dans un mouvement qui existait. Et c'est à l'intérieur de ce mouvement-là qu'il s'est développé, il est devenu l'homme fort. Et je dis à vous rappeler, Mandela n'avait jamais été président de l'ANC. Jamais. Il était l'un des leaders, mais il n'était pas le président. Il était l'un des leaders charismatiques, mais il n'était pas le président. Donc on n'a pas besoin d'être président d'une structure pour avoir un impact. C'est un aveu de faiblesse que de penser qu'il faut que je sois forcément le président pour être le plus visible. Ça, c'est quand on est faible. Vous comprenez? Quand on est faible, c'est là où on pense comme ça. On peut avoir un impact en étant simple militant. Moi, je me rappelle Janvier Ngoma Mbumba au lycée technique. Tout le monde pensait au lycée technique que Janvier Ngoma Mbumba était le proviseur, alors qu'il n'était même pas le proviseur. Mais il avait le plus d'impact, il était le plus connu des élèves. Il était toujours là auprès des élèves. Il connaissait les parents des élèves. Il connaissait tout le monde. Le matin, il était au portail en train de regarder les élèves qui venaient en retard. Il connaissait tous les bandits du lycée technique. Les gens pensaient, on était en disant, ah, Janvier le proviseur. Le proviseur était lui-même, il était noyé. Janvier, il y avait du lycée technique. Minalo, Janvier n'était pas le proviseur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent au Gabon qu'il faut forcément être à la tête d'une structure pour être le chef. C'est faux. Quand tu penses comme ça, c'est que tu es un petit joueur. Tu es un petit joueur. Tu es un petit joueur. Ça veut dire que tu ne comprends pas le game à une dimension élevée. Tu n'as pas compris. Je suis désolé, tu n'as pas compris. Vous allez voir, je vais vous prendre l'exemple de Mahatma Gandhi. Je vous prends l'exemple de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi s'est fait connaître à l'étranger, dans la diaspora. Pendant qu'il y avait le régime de l'apartheid
en Afrique du Sud. Il était l'avocat de sa communauté parce qu'il n'y avait pas que les Noirs qui étaient marginalisés en Afrique du Sud. Il avait aussi une forte communauté indienne. Et Mahatma Gandhi était leur avocat. Et il militait là-bas. Alors, quand Mahatma Gandhi retourne dans son pays, parce que son pays aussi était sous le joug d'une dictature qui était britannique, il y avait la couronne de l'Angleterre qui était en train de sévir en Inde. Mahatma Gandhi a dit, mais enfin, moi je peux aussi aller avoir un impact dans mon pays. Mais quand Mahatma Gandhi retourne en Inde pour avoir un impact, il n'a pas créé un parti politique. Il aurait pu créer un parti politique. Parce qu'il était connu. Il est parti rentrer dans un parti politique qui existait. Qu'on appelle le CNI, le Congrès National Indien. Qui avait été créé quand Mahatma Gandhi était petit. Qui avait été créé le 28 décembre 1885. Donc Mahatma Gandhi n'est pas allé inventer son parti politique. Il est parti rentrer dans un parti politique qui existait. Qui avait été créé par des Blancs. Qui se battaient contre d'autres Blancs. Des Blancs qui se battaient, des Écossais. Le parti dans lequel militait Mahatma Gandhi avait été créé par des Écossais qui étaient contre les Blancs qui faisaient le désordre en Inde. Donc c'est pour vous dire que quoi? C'est pour dire que le Gabon a un problème d'ego. Nous avons, nos leaders là, nous avons un problème d'ego. Nous avons un problème de vision. Nous choisissons les gens par des mauvais critères. Nous avons des mauvais critères de sélection des leaders. Et nous faisons des faux castings, des erreurs de casting. C'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais que, mes frères, vous savez, il faut que nous-mêmes nous revoyions notre problème. Le problème, la raison pour laquelle on n'enlève pas les voyous qui sont au pouvoir, ça n'a rien à voir avec le fait que l'on participe aux élections tout le temps. Même si on décide de ne plus participer à aucune élection, en agissant comme on agit là, on ne va jamais rien faire. Au contraire, je vous dis que ça va même être plus grave. Je suis prêt à prendre le pari avec n'importe qui que l'élection de 2023 arrive. On ne participe pas, on ne fera rien. Ça va être même encore plus triste. Je vous le dis, je peux prendre le pari avec n'importe qui. Parce que les organisations, les gens pensent que même dans l'opposition, dans la résistance, on doit créer des hommes forts. Un homme qui est fort, qui est seul. Dans aucune forme. Mahatma Gandhi, pour chasser les Anglais, est rentré dans une organisation qui existait. Mandela, pour chasser l'oppresseur, il est rentré dans une organisation qui existait. Je peux prendre encore l'exemple de Mugabe en Rhodésie. Mugabe chez lui là-bas, au Zimbabwe. Mugabe, quand il a vu, il n'y a pas un homme politique au Gabon qui est plus diplômé que Mugabe était. La plupart, quand tu prends les chefs politiques, les chefs d'État africains, on dit, hein, pas moi qui dis ça, Mugabe c'était l'une des personnes les plus instruites, académiquement parlant. Mais Mugabe avait compris que les Blancs là, on ne peut pas les enlever avec les paroles, avec avec la masturbation livresque. Il faut bien y avoir bon. C'est comme ça que Mugabe est parti dans un pays là, il s'est organisé, il est venu enlever les Britanniques avec la force Yumvul. Mais il ne s'est pas organisé seul. Il est rentré dans une structure politique. Nous on est trop singletons. Et à côté d'être singleton, on ne sait pas reconnaître celui qui est bon. On veut être bon. On ne sait pas dire que tel est bon. Le problème, c'est celui-là. Le problème que nous avons, c'est celui-là.
Moi, je suis impressionné quand certains Gabonais m'appellent pour me dire, Messie, faut pas, tu allais rencontrer Baro Chambrier. Baro Chambrier, c'est un mienné, toi tu es fan. C'est-à-dire que moi, on m'a fait des reproches d'être allé rencontrer Baro Chambrier parce qu'il est mienné. On a fait des reproches à Baro Chambrier d'être venu me rencontrer parce que moi je suis fan. À lui, il y a des miennais qui sont allés voir Baro pour dire que, mais pourquoi tu allais rencontrer Messire? Parce que je suis fan. J'aurais été miennais, il n'aurait pas dit quelque chose. Mais comme je suis fan, mais comment voulez-vous vous en sortir quand les gens ont des comportements, des réflexions moyenâgeuses comme celle-là? Des réflexions qui relèvent de notre temps. Comment vous voulez? Mais c'est pourquoi les voyous qui sont au pouvoir se maintiennent. Nous-mêmes, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous ne sommes pas éduqués. Nous ne sommes pas matures. Nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas sérieux. Parce que il y a le mal que le pouvoir fait, mais nous aussi notre comportement est un mal pour les objectifs qui consistent à enlever les voyous qui sont au pouvoir. Quand je dis les enlever, c'est au sens le plus noble du terme. Parce qu'ils sont incompétents, ils sont incohérents. On peut en parler. On peut en parler. Tu peux débattre avec n'importe qui pour montrer que les gars là sont incompétents. Moi, quand je vois mes frères du PDG me dire, oh Messire, faut rentrer au PDG, viens, tu vas construire, tu reviens au PDG, tu vas venir construire, tu vas venir contribuer à la construction du Gabon avec les PDGistes. Je leur dis, mais Moukani Ouangou est rentré dans le PDG. Bon, pas dans le PDG. Il est rentré dans le gouvernement du PDG. Bon, il a changé quoi? Patrick Eyogo est rentré dans le gouvernement du PDG. Autre responsabilité, il devait nous donner l'eau. Il devait remettre l'eau à Libreville. L'eau là où? Iwangu, on lui a donné l'éducation nationale. Iwangu, voilà l'éducation nationale. Iwangu a quitté, il nous a quitté ici là. La nuit, depuis la Belgique. On lui a donné l'éducation nationale, que voilà l'éducation nationale arrange. Il a pu arranger ça. Bruno Ben Moubamba est parti, il nous a laissé ici. En 2016, il est parti, on lui a dit, voilà l'habitat, vice-premier ministre, arrange. Il a arrangé quelque chose. Nous avons de nombreux Gabonais qui sont partis de l'opposition pour venir vous aider. Voilà Ndemezo. Ndemezo, bien, depuis qu'il a quitté, il est parti là-bas, Conseil économique et social. Ça marche. Je peux citer, ce n'est pas le fait que, même moi, je vais quitter l'argent, je vais arranger quoi. Il y a trop de mangue pourri dans le panier. Trop de mangue pourri. Il faut nettoyer le panier, il faut enlever les mangues pourries pour mettre des mangues, des meilleures mangues. Ce n'est pas le fait de rentrer. Vous-même entre vous, ça ne va pas. Le Gabon, en ce moment, c'est le pays qui a le plus grand nombre de ministres en prison. Le plus grand nombre de maires en prison. Parce que vous êtes incohérents, parce que vous êtes incompétents, ça ne va pas. Regardez la gestion du coronavirus. On est encore aujourd'hui en... Regardez un pays où on dit, en France ici, on dit que le coronavirus, il faut faire du sport. Parce que l'obésité peut te donner le coronavirus. Il faut privilégier les activités sportives. Il faut laisser les sportifs faire du sport. Au Gabon, le sport est interdit depuis quasiment plus d'un an et demi, 2 ans. Interdiction formelle de faire du sport. Bon, alors que le coronavirus, quand tu es obèse, tu es vulnérable au coronavirus. Les médecins disent ça.
Mais on veut soigner les gens en les empêchant d'obtenir le rare médicament que tout le monde est d'accord que bon, si vous faites du sport, vous allez maigrir et le coronavirus ne peut pas vous faire beaucoup de mal parce que vous faites du sport. Vous êtes en activité sportive. Mais on te demande de ne pas faire le sport et on dit on veut te soigner du corona, qui n'a pas de médicament. Mais ça c'est-à-dire que un gouvernement qui est extrêmement incohérent, alors que la pratique du sport devait même être tolérée. Oh, ça c'est qui m'appelle là. La pratique du sport devait être tolérée. Mais on te dit non, faut pas faire le sport. Mais comment voulez-vous guérir les gens en interdisant aux gens de faire du sport? Dans un pays où, ici en France, on te dit bien que on privilégie, allez-y faire de l'activité sportive. Ne restez pas nombreux. On peut vous dire ne restez pas nombreux, mais faites l'activité sportive. Les vaccins sont payants. On est dans un pays où on n'a toujours pas compris l'importance des réseaux sociaux. Maintenant qu'ils ont vu Macron, parce que depuis la semaine dernière, Macron fait les lives. Il fait les lives sur Twitter, non, sur TikTok. Macron fait des lives. Depuis là, il est en vacances, il fait les lives. Pour parler à la jeunesse, il fait les lives. Macron, le président français, fait les lives. Sur Instagram, il fait les lives sur TikTok. Macron, président de la France, pour parler à la jeunesse. Là, peut-être que tu vas voir les opposants qui n'ont pas compris que le monde a changé. Il faut rentrer dans les portables des gens. Voilà. Si tu veux être proche des gens, voilà. C'est là qu'il faut rentrer. Quand tu dis à un homme politique gabonais que mais viens faire un live, il va te dire non, c'est pour... Non, il préfère aller parler à TV5 Monde. Là, il se sent beaucoup plus important. Mais qui regarde TV5 Monde? Ah bon, expliquer aux hommes politiques, mais personne ne regarde TV5 Monde. Les gens sont... Il faut rentrer dans les téléphones des jeunes. 80% de la population gabonaise a moins de 45 ans. Donc ça veut dire que tous, ils ont quasiment un portable. Il faut rentrer dans le portable de quelqu'un. Ils ne comprennent pas. Depuis que tu parles, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Bon, voilà les gens que vous voulez qui dirigent le pays, qui ne comprennent pas l'importance des réseaux sociaux. Ils n'ont pas encore compris en fait. Parce que chez nous, les hommes politiques n'écoutent pas. On navigue seul. C'est-à-dire que la rivière était allée tordue parce que personne comme venait me louana bon final. Voilà pourquoi la rivière allait tordue. Parce qu'il n'y avait personne pour donner le conseil. Nos hommes politiques ne comprennent rien. Ne comprennent pas. Vraiment, excusez-moi, c'est pas que je vous insulte. Mais le monde a changé, les papas là. Le monde a changé. Soit vous vous adaptez, parce que la réalité s'impose à l'être humain. La nature s'impose à l'être humain. Il y a des réalités qui s'imposent à l'être. Tu n'as pas le choix. Alors tu essaies de dire aux gens, voilà où on doit aller, ils ne comprennent pas. Donc, parce que notre pays est dirigé par des personnes qui n'ont pas de repère identitaire. Ils n'ont pas de repère identitaire. Ali Bongo ne connaît pas son village. Ne connaît pas le Gabon. Sylvia Bongo ne connaît pas le Gabon. Noureddine Bongo ne connaît pas le Gabon. Si on fait un sondage, on prend les ministres qui sont au gouvernement là. Combien parmi eux parlent même leur langue? Combien parmi eux sont capables de faire un discours? Combien parmi les ministres qui sont au gouvernement là sont capables de faire un discours en leur langue vernaculaire? Combien? Vous prenez les gens qui sont au gouvernement, combien? Personne. Très peu. Vous allez voir que à peine 5% des membres du gouvernement sont capables de parler en langue pendant au moins 10 minutes. Ils vont te bricoler 2 mots, 2 petites phrases. Très peu, hein. Très peu.
Combien parmi les membres du gouvernement sont capables d'aller dans une forêt gabonaise, prendre une feuille et connaître que la feuille là s'appelle, voilà le nom de cette feuille là dans ma langue? Combien? Personne. Combien sont déjà allés passer même un mois au village depuis qu'ils sont grands? Combien parmi les ministres là sont dit que bon, ce sont les vacances, je m'en vais un peu avec mes enfants. Vous allez voir que la plupart des ministres là, leurs enfants sont à l'étranger. La plupart des ministres viennent se soigner en France. Bon, comment voulez-vous libérer un pays? Comment voulez-vous développer un pays lorsque vous passez votre temps à l'étranger? Ils vénèrent le championnat français. Ils ont des maillots de foot de la France. Tu ne les vois pas avec les maillots de foot des équipes du Gabon. Non, ils ont des maillots de foot de la France. Alors que moi, j'ai appartenu à une époque où, je me rappelle dans les années 80, début 90, quand tu circulais à Libreville et à Port-Gentil, tu voyais des gens avec le maillot FC 105, des Gabonais. Ils se lèvent, ils partent jouer au foot le dimanche, il a le maillot FC 105. Tu voyais des Gabonais avec le maillot au Prague, la Jacques. Tu voyais des Gabonais avec le maillot Shell. Avec le maillot Petro Sport. Tu voyais, il y avait des Gabonais qui avaient le maillot Sogara. Sogara, c'était vraiment, voilà, tout le monde voulait avoir le maillot Sogara. Les équipes qui faisaient rêver. Les Gabonais, à une époque, avaient le maillot Sogara. Là, ils se baladent avec le maillot Sogara. Parce que Sogara, non, tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu vas sur tous les terrains de foot, ou les terrains de basket, ou les terrains de n'importe quel... Tu ne vas plus voir des enfants jouer avec les maillots des clubs du Gabon, ou bien des t-shirts avec jamais. FC Barcelone, le Barça, machin. Moi, je me rappelle, moi, quand je jouais au basket, il y avait des Gabonais, je m'avais sur un terrain, tu vois un jeune, il dit, je m'appelle Nan, je m'appelle Nandon. Au stade, je parle à les Gabonais, écoute. Tu es arrivé au stade, il y avait des Gabonais, des jeunes, hein, qui jouaient. Il te dit, moi je m'appelle Nandon. Oh, moi je m'appelle Jason. Oh, moi je m'appelle tel. Ils avaient des noms des Gabonais qui jouaient le championnat au Gabon. Ils ne jouaient pas à l'étranger, ils jouaient au Gabon. Mais il y a des Gabonais qui s'identifiaient à nous. Il y a des Gabonais qui portaient, il va porter mon dossard parce qu'il se dit que, ah, Nandon, je m'appelle Na. Il y a des Gabonais. Ils sont vivants, certains m'écoutent. Je ne dis pas ça pour me vanter. C'était vrai. J'arrive, moi je suis impressionné. Je dis, oh, il s'appelle, je suis là, je vois un jeune qui joue, il dit qu'il a mon nom. Mais aujourd'hui là, les Gabonais, voilà, c'est ça l'identité. Quand je dis que nous sommes identitairement perdus, c'est ça. À tous les niveaux, nous sommes identitairement perdus. Nous sommes identitairement perdus. Spirituellement, identité spirituelle, identité culturelle, identité traditionnelle, nous sommes perdus. Regardez ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la distraction. On aime le buzz. On aime des trucs qui sortent des trucs en dessous de la ceinture. C'est ce que les Gabonais aiment, en dessous de la ceinture. Quand c'est une affaire de fesses, tout le monde est là. Quand c'est une affaire que tel a trompé tel, tout le monde est là. J'ai vu des Gabonais m'envoyer la vidéo oh, parce qu'on a mis Isaac dehors, il faut tout le monde maintenant, ça devient maintenant un sujet de moquerie. Mais c'est honteux. C'est honteux. Moi, je vous dis, hein, c'est honteux. Vous savez, vous pouvez détester quelqu'un, mais reconnaître que ce gars-là, il a quelque chose. Quand je vois les Gabonais se comporter, c'est-à-dire que... Et puis vous attendez, vous pensez que Jésus ne reviendra pas, mes amis. Quand Jésus regarde les comportements des humains, il dit non. Il dit, Père, tu m'avais envoyé, ils m'ont tué avec les pointes. Les gens là, ils sont capables de m'amarrer avec une bombe atomique, me faire exploser quelque chose. Il ne viendra pas. Il y a tout le Congo, ça. Il y a l'enfant d'Assélé qui a écrit... Mais c'est pitoyable. Il y a un enfant d'Assélé qui a écrit un message qu'on va lui couper le pied. Mais c'est une honte.
C'est une honte. Que des gens aussi riches, la famille de Omar, d'Ali, vous êtes aussi riches. Vous n'êtes pas capable de soigner votre propre enfant. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Moi, je ne peux pas me moquer de ça. Parce que quand j'ai vu la vidéo où il implore qu'on va lui couper le pied, je ne peux pas me moquer de même mon nez, même quelqu'un que je n'aime pas. Savoir qu'on va lui couper le pied, ça fait mal. Parce que je suis un être humain. Je ne peux pas tolérer qu'on coupe le pied à quelqu'un, même s'il ne m'aime pas. On doit soigner un Gabonais. Il y a le petit Ngonga qu'on a coupé les mains avec la grenade. Ce petit-là, je vais vous dire quelque chose. Parce que moi, je suis au courant de certaines choses. On l'a envoyé en... Vous avez vu le gouvernement gabonais. Ils ont envoyé le petit qu'on a coupé les mains avec la grenade à l'église. Ils l'ont envoyé en Turquie. Ils ont envoyé le petit là en Turquie. Bon, c'est bien, tout se passe bien là-bas. Hein. On est en train de lui mettre les machins. Mais vous savez quoi, c'est que le docteur du petit là a dit? Le docteur du petit a dit que les trucs qu'on lui met là, parce on va lui mettre de la ferraille qui est comme les mains. Et cette ferraille là obéit à la pensée. Ça veut dire que s'il pense que la ferraille doit attraper, il va attraper. C'est bien beau. Hein. Mais les médecins là ont dit que la ferraille là ne doit pas se mouiller. Ne doit pas se mouiller. Bon, imaginons un pays qui a une forte pluviométrie. La ferraille là ne doit pas se mouiller. Ça c'est un. Comment l'enfant là va faire pour ne pas se mouiller dans un pays où tout est mouillé? C'est comme si tu demandais à l'eau de ne pas... Je ne sais même pas. Bon, bref. Ils ont dit que l'enfant, la ferraille là, il ne doit pas se mouiller. Et deuxièmement, ça c'est la chose la plus importante, que jusqu'à sa mort, si c'est au Gabon qu'il vit, l'enfant là doit partir tous les 3 mois. Tous les 3 mois, l'État gabonais doit l'envoyer en Turquie pour aller faire des visites parce qu'on lui a mis un corps étranger. Parce que ces appareils-là ont besoin d'entretien. Donc, il va falloir que tous les 3 mois, cet enfant-là aille en Turquie. Voilà ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai dit, les gens là, vous pensez que les gens là vont sortir l'argent? C'est pas que l'argent manque. Hein. Ils vont obéir à ça. Qu'ils vont envoyer l'enfant là tous les 3 mois qui doit repartir en Turquie. Je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas dire plus. Chacun doit voir. Chacun doit voir. Voilà. Voilà. Et pourtant, l'enfant n'a pas eu un accident. Une grenade. Qui est responsable des grenades? C'est l'État gabonais. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a laissé là, qui a abandonné une grenade. Parce qu'un pays de voyous. Un pays de voyous. Jusqu'aujourd'hui, ils ne vont jamais vous dire qui a laissé la grenade, qui chôme, qui a fait du mal au pauvre enfant. Ils vont l'abandonner. Parce que voilà le pays dans lequel nous vivons. Donc, je peux me moquer quand je vois l'enfant d'Acélé, le jeune là, je ne sais pas comment il s'appelle. Je l'ai vu faire la vidéo, là où il demandait. Je n'ai même pas posté ça en fait. Je ne me suis même pas moqué. J'ai trouvé ça petit. J'ai dit voilà. Vous pensez que si déjà eux, comme on dit chez nous, que quand tu vois si l'éléphant maigrit dans la forêt, imagine la gazelle, parce que les deux mangent les mêmes choses. Si vous, les enfants qui êtes en haut là, vous souffrez comme ça, vous imaginez les gens qui sont au quartier. Donc vous n'êtes pas capable, la jeunesse en confiance, l'avenir en confiance, le septennat de la jeunesse. Vous n'êtes pas capable de mettre l'enfant là, votre enfant là, vous lui trouvez les médicaments, le mettre dans une structure pour qu'on le soigne. Il se plaint, vidéo, il dit qu'il est obligé de faire une vidéo. Soignez l'enfant là.
Même si c'est un turiféraire. Mais soyez-le. C'est un Gabonais, il faut le soigner. Il faut soigner tous les Gabonais qui ont des problèmes. Si vous ne voulez pas les soigner à l'étranger, construisez des hôpitaux au Gabon. C'est tout ce qu'on vous demande. Construisez des hôpitaux au Gabon. Soignez-le. Le premier responsable lorsque quelqu'un est malade, c'est d'abord l'État. Il faut soigner les gens. C'est honteux. Mais comme nous appartenons à un pays dont les dirigeants n'ont pas honte, il y a Nyamoro Davin à Kour Afre, il a dit, il a accordé une interview à, je sais pas, un média gabonais que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Davin Afre disait, quand il décortiquait le rôle d'un député, il disait, je cite, il disait que le député a un certain nombre de devoirs. Il a dans ses obligations, le député a des devoirs. Il doit voter la loi, il doit consentir l'impôt, il doit contrôler l'action de l'exécutif, donc du gouvernement. Mais il y a un devoir, il y a un rôle du député qui n'est pas écrit. C'est un rôle d'action sociale. Ça veut dire que le député doit régler certains problèmes dans sa circonscription et certainement au-delà des problèmes sociaux. Oh, il y a des enfants qui sont là-bas, qui ont besoin d'un petit pont. Puisqu'il a des fonds politiques, il prend les fonds politiques, il va régler. Mais David Akuro disait quelque chose d'important. Il disait que le rôle social du député est devenu beaucoup plus important et beaucoup plus demandé que tous les autres rôles qui, eux, sont écrits. Parce que l'État est démissionnaire. Parce que l'État est incompétent. Quand je dis l'État, c'est le politique qui gère le pouvoir. Hein. Parce que le gouvernement est incompétent. Donc le député, il se retrouve en train de régler les problèmes qui relèvent de la compétence du ministère des Affaires sociales. Le député se retrouve en train de faire même les routes. Dans certains quartiers, le député va faire venir des tracteurs, il fait les routes, des trucs qui reviennent, qui émanent de la compétence, qui relèvent de la compétence du ministère des Travaux publics. Le député se retrouve en train de faire certaines choses qu'il ne devait même pas faire. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Et quand on dit aux gens qu'il faut qu'on change, on nous dit, oh, on nous taxe de mauvais. Vous êtes de mauvais, vous avez une bande de turiféraires du pouvoir. Et il y a aussi des turiféraires dans l'opposition et dans la résistance. Des gens qui sont extrêmement perdus identitairement, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Et chacun en ce moment au Gabon se bat pour sa propre poche. Parce que c'est ça le pays en ce moment. Chacun se bat pour lui. Mais quand tu te bats pour toi, tu oublies que le jour où tu tombes malade et que tu es sur un lit d'hôpital, l'infirmière qui vient te faire la perfusion, elle a dormi dans le noir. Pendant ce temps, toi, tu as dormi dans la clim. Mais là, tu n'es plus là-bas, tu es maintenant à El Rafa. Mais El Rafa, là, l'infirmière là, qui vient nettoyer ta chambre, tu as oublié. Ils ne réfléchissent pas comme ça, ils ne se rendent pas compte que l'infirmière qui va venir s'occuper de toi ou de ton enfant quand ton enfant sera malade, cette infirmière-là vit dans les Matiti, dans les bas-fonds de Libreville. Donc, cette infirmière-là se bat pour arriver à El Rafa, pour arriver à l'hôpital, la clinique Chambrier, ou bien pour arriver à l'hôpital général pour venir te soigner. Donc, maintenant, quand tu es guéri, tu dois tout faire pour améliorer les conditions de vie de cette infirmière-là qui s'est battue, qui a laissé ses enfants, qui a dormi dans le noir pour venir garder tes membres de ta famille. Mais comme on ne réfléchit pas à ce niveau, les dirigeants qui sont au pouvoir au Gabon, résultat, ils arrivent dans les hôpitaux, l'infirmière n'a pas dormi. Elle a sommeil. Donc elle devait changer ta perfusion à telle heure. Elle est partie dans un petit coin de l'hôpital, elle dort. Parce qu'elle n'a pas dormi la nuit. Elle a passé le vent, les moustiques. Les enfants l'appellent au téléphone que maman vient, machin. Elle est stressée parce qu'elle n'a pas dormi. Alors, si vous faites tout pour mettre tout le monde à l'aise,
Mais la société va tourner. Ils ne comprennent pas. Vous demandez aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai vu les gens dire qu'on va faire des écoles entrepreneuriales. Dans un pays où il n'y a pas de classe moyenne. Mais vous voulez que qui consomme? Qui consomme? Parce que les étrangers, eux, qui font des restaurants, ont une clientèle communautaire. Ça veut dire que les Sénégalais, quand un Sénégalais fait un restaurant sénégalais en France, plutôt à Libreville, son premier client, c'est le Sénégalais qui vit là. Le Sénégalais préfère aller dépenser son argent chez une compatriote du Sénégal qui a ouvert son petit maquis. Mais le Gabonais, quand il ouvre, qui vient consommer? Plus que les Gabonais préfèrent aller consommer chez les autres. Ils ne consomment pas les choses des Gabonais. Les Gabonais, voilà, mais c'est une éducation. C'est pourquoi je parle de perdition identitaire. Nous sommes identitairement perdus. Mais on veut libérer le Gabon. Mais vous ne connaissez même pas le Gabon. Vous voulez libérer quoi? Vous voulez libérer quoi? Le Miene estime que c'est un Miene qui doit être au pouvoir. Le Fang estime que c'est un Fang qui doit être au pouvoir. Le Pounou estime que c'est un Pounou. On est encore dans ces réflexions moyenâgeuses là. On pense comme ça. On ne dit pas que c'est un Gabonais qui doit être là. Qu'il soit de telle ethnie ou telle ethnie. Non. On veut chacun. Là, les gens sont en train de se préparer. Chacun en train de chercher dans son ethnie celui qui pourra faire l'affaire. Voilà où nos réflexions se situent. Ça veut dire que nous n'avons même pas compris ce que c'est qu'une nation. Nous n'avons pas compris la nation. La notion de nation. Je ne parle pas de la notion théorique de nation. La notion pratique, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une nation sur le sens pratique du terme? Je ne comprends pas. Et vous voulez que je fasse les lives matin, midi et soir. Même si je fais les lives matin, midi et soir, est-ce qu'on va comprendre? C'est dommage, mes frères. Mais nous sommes identitairement perdus. J'entends des gens dire, oh, on ne doit pas participer aux prochaines élections. On doit laisser, machin. Mais quand vous dites que vous ne participez pas aux prochaines élections, vous mettez quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre organisation? C'est où? Les Sud-Africains se battaient parce qu'ils voulaient participer aux élections. Les Sud-Africains ne se battaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils voulaient participer aux élections. Ils se sont organisés. Ils avaient une organisation qui se trouvait sur le terrain. Il y a des gens qui te disent, ah, Messire, c'est dur de s'organiser sur le terrain. On va te mettre en prison. Mais les Sud-Africains, vous savez comment c'était dur en Afrique du Sud? Les Blancs attrapaient des Noirs. On les amenait en forêt. On disait, courez. Et puis on lâchait les chiens. Les images sont sur YouTube. Est-ce que vous avez vu le pouvoir faire ça? Bon, quand on met la peur, on ne peut pas. Il n'y a pas de structure. Nous avons des petits partis politiques qui ne veulent pas rassembler le peuple. On ne sait pas ce que ces partis politiques-là font, en fait. Qui ne servent pas le peuple. Tu te dis, bon, enfin, on fait comment? En Côte d'Ivoire, vous avez aujourd'hui, là, vous allez en Inde. Le parti politique le plus puissant en Inde, c'est le parti dans lequel avait milité Mahatma Gandhi. En Inde, le parti, le Congrès national indien, qui avait été fondé, en 1885. Le Congrès national indien. Jusqu'à aujourd'hui, ce parti-là est puissant en Inde. Le Congrès national indien. Le nombre de militants, c'est entre 40 millions et 60 millions de militants. Le Congrès national indien. Confirmé. Vous regardez le nombre de militants du Congrès national indien, vous allez voir, c'est entre 40 millions et 60 millions de militants.
Vous allez en Afrique du Sud. Vous allez voir en Afrique du Sud, le parti le plus puissant, c'est le parti de l'ANC, qui a été fondé en 1912 pendant la ségrégation noire. Au Gabon, c'est quoi le parti le plus puissant de l'opposition? Les bûcherons, c'est l'ombre. Comprends? On voit plus la personne, on voit seulement l'ombre. Le PGP, qui a été fondé en 1990. C'est où? L'ombre. Vous allez voir la plupart des partis au Gabon, là, l'ombre. Vous ne voyez aucun déploiement sur le terrain. Vous ne sentez pas la pression sur le terrain. Vous ne ressentez pas la présence sur le terrain. Vous allez voir une petite réunion aujourd'hui, une petite communication demain. Mais sur le terrain, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. C'est des partis qui appartiennent, des partis de famille. Vous voyez? C'est ça le problème de notre pays. Les bongos, sont-ils des voyous? Oui, ils sont des voyous. Sont-ils nuls? Oui, ils sont nuls. Mais nous, qu'est-ce que nous proposons? Quelle est notre organisation pour enlever les gens là? Ce n'est pas les élections, hein? Moi, je vous le dis, je vais participer aux élections parce qu'il faut qu'on participe aux élections. Ce n'est pas le problème n'est pas les élections. Le Mali, ils n'ont pas attendu une élection pour enlever les voyous qui étaient au pouvoir 3 fois. Ils font parce qu'ils ont des associations qui sont organisées, qui sont crédibles sur le terrain. Au Sénégal, Macky Sall va partir parce qu'ils ont des associations qui sont crédibles sur le terrain. C'est pas quand on a mis Sonko en prison, c'est pas les partis politiques qui ont demandé au peuple d'être sur la rue. Ce sont des leaders religieux. Parce qu'ils sont crédibles. Chez nous, nous sommes perdus. Il faut l'avouer. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous sommes perdus. Et c'est la vérité. Les Gabonais sont perdus. Est-ce qu'ils sont brimés? Oui, ils sont brimés. Les Gabonais qui sont au PDG sont brimés. Mais, j'ai dit à quelqu'un la dernière fois que quand les PDGistes observent l'opposition gabonaise, les politiques de l'opposition, est-ce que quelqu'un qui est au PDG, ça donne envie d'aller rentrer là? Est-ce que c'est encourageant? Quand les PDGistes observent la société civile gabonaise, regardez Yama. C'est Yama qui a un syndicat des travailleurs. On demande aux Gabonais de venir à Wenje. Les Gabonais qui souffrent, hein, allez-y à Wenje pour une rencontre. Les travailleurs gabonais qui souffrent, qui n'ont pas de salaire. Tu vas les voir, ils préfèrent rester chez eux. Ils restent chez eux pourquoi? Parce que il est le frère, il travaille, on ne le paye pas depuis 10 mois. Mais il préfère rester chez lui parce que son oncle est ministre. Et pourtant son oncle ne lui donne rien. Hein. Son oncle ne lui a même pas fait le problème. Il va te dire, ah, si je viens là, on va commencer à me parler de la famille, machin. Mais il travaille, il a fait l'école. C'est pas son oncle qui lui a trouvé le boulot. Mais il n'a pas de salaire. Mais il ne peut pas aller au piquet de grève. Là, on appelle à l'action syndicale pour ses droits, pour qu'on lui restitue ses droits. Il reste. Pourquoi? Parce que son oncle est ministre. Alors que son oncle ne lui a même pas dit ne parle pas. Mais comme il se dit que, ah, si mon oncle apprend que je suis allé là-bas, il va mal parler. Voilà le problème de comment les mentalités. Nous faisons ce qu'on appelle, les Blancs appellent ça de la servitude volontaire. Quelqu'un lui-même, de manière volontaire, accepte sa condition d'esclave. Voilà le problème des Gabonais. Voilà le problème des Gabonais. Et ça, ce sont les vérités que les Gabonais ne veulent pas entendre. Au-delà de ce que les Bongos nous font subir au Gabon, nous-mêmes, nous sommes notre propre problème. Je pense qu'on devrait commencer par là. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes perdus identitairement parlant. Nous sommes identitairement parlant perdus. Tu as fait l'école. Avec tes diplômes, tu as eu un boulot. On te prend la fonction publique. Ton oncle, il est ministre pour lui là-bas. Bon,
À ton boulot, tu es marginalisé, on ne te paye pas tes droits. Bon. Il y a un syndicat, on te dit, qui sont en train de se battre pour tes droits. Ton oncle ne se bat pas pour tes droits, mais le syndicat se bat pour tes droits. Pour qu'on te paye tes arriérés de je ne sais pas quoi. On te dit, va au piquet de grève, tu ne parles pas. Parce que ton oncle est ministre. Des fois, tu n'as même pas le numéro de ton oncle. Ton oncle ne te parle même pas. Mais tu dis ton oncle est ministre. Dis ma que grève. Ton âme grève. Mais voilà les Gabonais. La servitude volontaire. Tu as vu les Gabonais. Donc, le problème que nous avons, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas, ce sont pas les autres. Parce que quand j'observe, et je peux vous le prouver si vous voulez, jamais dans l'histoire du PDG, le PDG n'a été affaibli comme en ce moment. Jamais, 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 jamais. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, quand tu observes le PDG, oh là là, mais nous n'avons aucun répondant. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas ceux qui sont capables devant. Nous avons des problèmes d'ego. Nous combattons. Moi-même, Nandon, qui vous parle là, tout le monde cherche, oh, Nandon avant est vendu. Nandon a fait ceci. On te critique ici. On te critique. Les gens prient pour que j'ai quelque chose. Les gens sont en train de chercher, oh non, parce que ça emmerde les gens. Au lieu de voir que le frangin, que ah, ce frangin-là peut quand même nous apporter quelque chose. Non, on cherche la petite bête noire. Où est-ce qu'on peut la voir? Où est-ce qu'il peut... machin. Voilà mon frère Isaac. Vous m'envoyez les photos. Les gens sont en train de se moquer du frangin. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Isaac se bat pour des valeurs. Isaac peut tout de suite dire qu'il repart au PDG. Il va obtenir des choses. Mais il se bat. Parce qu'il a une conscience. Mais les gens se moquent. Un problème de famille. Ça devient maintenant un sujet de moquerie. Enfin. Nous sommes identitairement perdus. Nous sommes perdus. Et c'est la raison pour laquelle les Blancs ont été capables de nous garder 400 années en esclavage. Ce n'est pas parce qu'ils étaient forts. C'est parce que nous sommes incapables de nous mobiliser, de nous organiser. Un Blanc m'avait dit, messire, si vous les Noirs, vous étiez organisés pour nous mettre en esclavage, ça n'allait même pas durer 20 ans. Parce que nous savons nous organiser, nous sommes prêts à mourir. Des gens qui grimpent les montagnes, sans la corde. Vous pensez que vous blaguez avec les gens comme ça? Les gens qui vont sauter sur les avions, ils vont là-bas en haut. L'avion qu'on avait, les Noirs ont créé pour qu'on parte de A à B. Eux, ils s'arrêtent en route. Ils sont partis de A, ils sont pas arrivés à B. Ils s'arrêtent, ils sautent avec un sac qui est rempli de parachute. Ils ne savent même pas si le parachute là va bien sortir. Mais ils sautent. Des gens comme ça, vous pensez qu'ils sont sérieux? Ils vont plonger avec les baleines. Ils vont plonger avec les requins. Parce qu'ils étudient. Ils sont là pour étudier. Quand tu dis aux Gabonais que mais vous combattez le PDG, est-ce que vous étudiez le PDG? Ça sert à quoi? Je vais étudier le PDG, que ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? Mais comment tu peux te battre avec quelqu'un que tu ne connais même pas? S'il a mal au pied, s'il a mal au bras, tu ne penses pas que si tu sais qu'il a mal au pied, ça va te servir? C'est comme si tu allais te battre avec quelqu'un avec le bandeau aux yeux. Tu dis bon, je ne sais plus, je l'ai déjà vu, je connais. On a grandi ensemble, donc je peux mettre le bandeau aux yeux, je vais le battre. Voilà les Gabonais. Quelqu'un qui est dans la résistance, tu n'as jamais lu le code pénal. Tu ne connais, tu n'as jamais lu, tu te dis que tu es activiste, mais tu n'as jamais lu la constitution gabonaise. Tu ne connais même pas ce que c'est. Tu n'as jamais lu le code électoral. Tu n'as jamais lu le code pénal, le code civil. Mais tu es résistant. Bon, tu résistes à quoi? Bon, comment tu vas t'en sortir? Tu connais pas le rôle d'un député dans un pays. Tu ne connais pas le rôle d'un sénateur. Mais tu dis que tu es résistant.
et tu veux qu'on te prenne au sérieux. Comment on va te prendre au sérieux? Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Le fait de faire une vidéo ne fait pas de quelqu'un un activiste. C'est parce que tu te mets à faire une vidéo parce que tu es fâché que tu deviens automatiquement activiste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu as un habit de footballeur avec une balle de football que tu es un footballeur. C'est parce que tu es rentré sur le terrain de Real Madrid et que on te laisse rentrer là-bas avec un habit de football que tu commences à jongler et quelqu'un vient que tu ça fait de toi un footballeur. Non. C'est parce que tu t'habilles avec les habits de policier que tu es un policier. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un live ou que tu es un activiste. Ou bien parce que tu dénonces quelque chose qui s'est passé au Gabon que ça fait de toi un activiste. Ah non. Ah non. Dans les pays anglophones, pour nous autres là qui sommes restés des années dans les pays anglophones, je peux vous dire que le rôle d'activiste, c'est pas un jeu. Quand on dit que tel est activiste, mais tu es pris à un autre niveau. Mais aujourd'hui au pays, quelqu'un fait un live où il est fâché avec le pouvoir, il dit bah oui, je suis activiste. Ah bon? Qui a dit ça? Ça se passe pas comme ça. Mais bon, nous sommes ce qui nous sommes. Donc voilà un peu mes frères, ce que je voulais vous dire. Que nous avons des efforts à faire. Nous avons des efforts à faire nous-mêmes. Nous avons des efforts à faire. Il va falloir vraiment qu'on se réveille parce que c'est long. C'est long. C'est très long. Nous avons un grand combat qu'il faut qu'on gagne. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Partagez le live, invitez les Gabonais à venir regarder. Partagez ce live-là vraiment pour que les Gabonais essaient d'écouter et continuent le débat. Moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. Je me suis trompé dans beaucoup de choses que j'ai certainement sorties tout au long de ce live. Mais c'est ça, l'inspiration que j'ai eue pour venir échanger avec vous. Merci vraiment pour ceux qui ont participé. Partagez ça.